28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une offensive sur l'Iran. Une nouvelle guerre éclate au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz, où transite chaque jour 20% du gaz liquéfié et du pétrole mondial, est en grande partie bloqué par l'Iran. Le prix du baril de pétrole s'envole, les prix à la pompe aussi. En Europe, les automobilistes sont pris de panique. Ça fait cher. J'espère que ça va pas durer longtemps. À chaque crise, l'Union européenne est mise face à sa vulnérabilité en matière d'énergie. Dos au mur, l'Europe fera-t-elle le choix d'agir et de passer à la vitesse supérieure en matière de décarbonation ? L'Europe avance avec les crises. Une crise, c'est un moment douloureux, c'est aussi une opportunité. Ce qui est malheureux, c'est entre les crises, lorsque les prix redescendent, on oublie un petit peu certaines choses. L'Europe carbure au pétrole. On le retrouve partout ou presque. Dans le carburant qui fait fonctionner les voitures, sur les routes, dans les médicaments, les engrais, dans les emballages, et la liste est encore longue. L'énergie consommée par les Européens est issue à 38% du pétrole. Au total, les énergies fossiles, pétrole, gaz et autres combustibles solides, représentent 69% du mix énergétique européen. L'intérêt du pétrole, c'est que c'est une énergie extrêmement dense. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie dans un petit volume et pour un petit poids. Et par rapport à ça, le pétrole est presque imbattable. Le pétrole qu'elle consomme, l'Europe n'en produit qu'une infime partie. Il faut donc aller l'acheter ailleurs. Toutes énergies confondues, l'Union européenne est dépendante à 57% de ses importations. Ajoutez à cela les dommages pour la planète des émissions de gaz à effet de serre produites par les énergies fossiles, tout invite l'UE à réfléchir à des alternatives. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à les trouver. Et donc l'électricité avec les batteries en fait partie. L'électricité permet d'alimenter des appareils électroniques, ce que ne peut pas faire directement le pétrole. L'électricité peut générer de l'énergie mécanique et donc nous faire avancer nos voitures, nos bateaux, peut-être demain nos avions. Et l'électricité peut aussi voyager quasiment à la vitesse de la lumière grâce au réseau électrique. Pourquoi les énergies renouvelables, malgré les objectifs que s'est fixés l'Europe, peinent à se faire plus de place dans le mix énergétique européen ? Pourquoi ça patine ? L'Europe a pourtant un agenda clair en matière de décarbonation. Atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire équilibrer les émissions de CO2 avec leur absorption. Et compter 42,5% minimum d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2030. Sauf que la période est au backlash écologique, au détricotage des politiques environnementales plus qu'aux avancées. Résultat, le taux d'électrification européen stagne depuis 5 ans. En 2025, moins de pompes à chaleur ont été installées en Europe qu'en 2023, tandis que la consommation de gaz fossile a augmenté entre 2024 et 2025. Sur la transition énergétique, les leaders européens ont du mal à parler d'une même voix. Une partie des dirigeants européens comme Giorgia Meloni veulent remettre en cause des politiques de décarbonation et agissent un peu en zigzag sur la politique climatique, un coup en remettant en cause par exemple le véhicule électrique, un autre jour en mettant en cause le marché carbone européen. Il y a également une autre vision qui est portée en Europe, celle de par exemple Pedro Sanchez en Espagne ou de la France, qui vise à s'affranchir beaucoup plus rapidement du pétrole, du gaz et du charbon grâce à la décarbonation. Et pour le moment, au niveau européen, une des deux visions n'a pas encore véritablement gagné. Il va pourtant falloir trancher. La crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient peut-elle agir comme un accélérateur ? Comment, dans l'histoire récente, a-t-on réagi quand l'énergie venait à manquer ? C'est le moment de regarder dans le rétroviseur. 1973, après la guerre du Kippour entre Israël et ses voisins arabes, les pays du Golfe décident, contre les alliés de l'État hébreu, de réduire leur production de pétrole. Le prix du baril flambe, en Europe c'est la panique. On s'aperçoit aussi que les produits du quotidien auxquels on s'est habitué pendant les 30 glorieuses, cosmétiques, peintures, vinyles, eux aussi sont menacés parce que dérivés du pétrole.
Même scénario en 1979 avec la chute du Shah d'Iran. C'est le second choc pétrolier. Le prix de l'essence s'envole à nouveau, le risque de pénurie est réel. On parle souvent des chocs pétroliers des années 70 comme étant vraiment un révélateur aussi d'une dépendance, notamment au pétrole, qui a forcé un certain nombre d'États européens à électrifier. C'est le cas par exemple de la France avec le grand programme nucléaire qui a été lancé dans les années 70-80. C'est le cas également de la Suède qui a électrifié assez rapidement son parc de bâtiments et notamment des logements. Autre exemple plus récent cette fois. 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Les Européens qui importent du gaz russe font rapidement face à une crise énergétique. Alors il faut réagir et accélérer le développement des renouvelables. Des progrès ont été faits, mais cela aurait pu aller beaucoup plus loin, selon plusieurs think tanks spécialisés dans l'énergie. Ils regrettent les 650 milliards d'euros d'argent public dépensés à l'échelle de l'Europe entre 2022 et 2024 pour mettre en place le bouclier tarifaire. Cet argent, quelque part, il s'est évaporé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en est servi pour artificiellement réduire les prix à la pompe, réduire les prix du gaz importé, en partie réduire les prix de l'électricité, mais sans réellement penser au long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas utilisé cet argent pour investir davantage dans les solutions de décarbonation et d'électrification qui peuvent nous rendre plus résilients face aux crises d'aujourd'hui. On aurait pu choisir de cibler les 10% les plus défavorisés pour leur permettre de continuer à vivre normalement et éviter de subventionner finalement les énergies fossiles en envoyant un mauvais signal pour les consommateurs qui devaient essayer de consommer moins et qui, puisqu'ils étaient aidés, ne faisaient pas tant d'efforts que ça. Les dirigeants européens auront-ils tiré les leçons du passé ? Saisiront-ils l'opportunité de cette nouvelle crise pour définir une stratégie plus ambitieuse qui mènerait à la souveraineté énergétique ? Un exercice délicat que les majors pétrolières et gazières et les climato-sceptiques ne vont pas faciliter.